Et tout de suite, place au second débat. Sommes-nous en train de vivre un choc économique comparable à ceux qu'on a pu vivre dans les années 70? Sommes-nous à la veille d'une récession mondiale? C'est le parallèle que fait le Centre d'études prospectives et d'information internationale dans son dernier état de l'économie mondiale 2023. À ce détail près, selon les auteurs, c'est que la situation actuelle est encore plus explosive. Chronique d'une récession annoncée avec Flora Sauvage. Crise énergétique en Europe, hausse des taux d'intérêt aux États-Unis, confinement et crise immobilière en Chine, tous les indicateurs passent au rouge. La perspective d'une récession mondiale émerge, c'est-à-dire une croissance négative pendant au moins 2 trimestres. Après la BCE, la Fed aux États-Unis relève à nouveau ses taux pour tenter de juguler l'inflation, alors que l'économie britannique devrait entrer en récession dès le 3e trimestre. On a les entreprises qui sont confrontées à des factures énergétiques très élevées. On ne sait pas comment va se passer l'hiver d'un point de vue simplement de l'approvisionnement, et donc est-ce que les entreprises qui le souhaitent vont pouvoir rester ouvertes ou est-ce qu'il va y avoir des délestages? Ce sont quand même tous des éléments mis ensemble qui tendent à penser qu'on va vers la récession. La question, c'est de savoir si elle a déjà commencé au 3e trimestre ou elle ne commencera qu'au 4e trimestre, donc la contraction de l'activité. Mais il y a malheureusement peu d'indicateurs à l'heure actuelle qui permettent d'espérer qu'on y échappe. Touchée de plein fouet par la guerre en Ukraine, la zone euro connaît sa pire inflation depuis 40 ans. Ce qui inquiète les économistes. Je pense qu'il y aura plutôt un très fort ralentissement de la croissance, c'est-à-dire qu'on aura une croissance positive, mais très légèrement positive. Entre 0,5 et 0,8, on parle pour l'Allemagne. La France, on serait plutôt autour de 1%. Donc un très fort ralentissement de croissance. Et on espère, et ça devrait être quand même le cas, d'avoir quand même une politique monétaire qui soit efficace. Alors pas cette année, mais plutôt l'année prochaine. On va continuer d'augmenter les taux d'intérêt. Ça va juguler l'inflation et ça devrait créer plus de confiance dans les ménages. Outre-Atlantique, la Réserve fédérale américaine fait tout pour ramener l'inflation autour de 2%, quitte à imposer des conséquences douloureuses pour les ménages comme pour les entreprises. Alors, alerte à la récession planétaire, on en parle ce soir avec mes invités. Bonsoir Thomas Gébine. Bonsoir. Vous êtes économiste, responsable du programme macroéconomie et finances internationales au CEPI, justement, dont on parlait. J'accueille à vos côtés Mireille Chiroleux-Assouline. Bonsoir. Vous êtes économiste de l'environnement, professeur de sciences économiques à l'Université Paris Panthéon-Sorbonne. Oui. Et puis un habitué de Sciences publiques, Raphaël Legendre, journaliste économique à l'Opinion. Et puis bien sûr Laetitia Krupa qui est restée à mes côtés. Je voudrais qu'on commence quand même par ce constat. Est-ce qu'on peut ou non parler aujourd'hui de récession mondiale? On rappelle ce que c'est que la récession, 2 trimestres, on l'a vu, de baisse consécutive. Globalement, ça se constate après coup, une récession, non? Oui, ça se constate après coup, mais là, il y a des signaux, en tout cas, que la situation économique mondiale se dégrade fortement. Par rapport au mois de juillet, par exemple, on a perdu près de 2 points dans les prévisions de croissance. Dans la zone euro, on espérait encore qu'en 2023, on soit autour de 2% de croissance. Là, maintenant, il y a des projections très négatives. Et donc, voilà, la situation se dégrade et se dégrade assez rapidement. Alors, je vais poser une question un peu peut-être provocante, mais est-ce qu'on peut faire confiance aux prévisions? Parce qu'on sait que, alors peut-être moins actuellement, mais les macroéconomistes se sont longtemps parfois trompés sur leurs prévisions. C'est vrai qu'on se trompe beaucoup, mais il y a quand même des signaux qui sont alarmants. Alors, il y a 2 types de signaux. Si on prend par exemple la situation française, une des grosses inquiétudes, c'est ce qui va se passer avec la demande. C'est-à-dire que lorsque vous avez une hausse de l'inflation, une augmentation des prix et que les salaires ne suivent pas, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous avez une baisse du pouvoir d'achat pour les ménages. Et donc, ils vont moins chez les commerçants, moins au restaurant. Et donc, vous avez une dégradation des carnets de commandes. Donc ça, c'est la première inquiétude. La deuxième inquiétude, c'est du côté de l'offre. Et ça, c'est plus lié à la crise énergétique. Et donc, l'augmentation de la facture énergétique pourrait conduire beaucoup de firmes, beaucoup d'entreprises à arrêter de produire. Et donc, vous avez cette concomitance de 2 chocs. Qui nous permettent d'anticiper le fait que ça risque d'être... Il pourrait y avoir un ralentissement plus important que ce qu'on anticipait il y a quelques mois. On voyait à l'instant les chiffres des prévisions de croissance par zone mondiale. On va venir au cas de la France, mais d'abord, on va faire quand même un zoom sur les gros moteurs mondiaux. Vous voyez cette croissance en baisse dans le monde, en baisse aux États-Unis, en baisse dans la zone euro. Et puis, avec peut-être une petite hausse sur la Chine, mais bien inférieure à ce qu'on a pu connaître les années précédentes. Est-ce que le parallèle avec les chocs pétroliers vous paraît justifié, Raphaël? Est-ce qu'on peut parler de choc gazier, par exemple? Oui, alors complètement. Un choc énergétique équivalent à ce qu'on a pu connaître dans les années 70, effectivement. C'est pas compliqué. En 18 mois, on a eu une multiplication par 10 des coûts de l'énergie, du gaz et de l'électricité. C'est un changement absolument majeur pour l'économie européenne en général
et française en particulier, parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que la transition énergétique est en train de bouleverser la donne. Jusqu'à présent, on avait un prix du baril qui était à peu près le même de partout autour du monde. L'unité référence autour du monde, c'était le baril de pétrole. Quand le pétrole était haut, tout le monde le payait haut, sauf les pays producteurs évidemment. Quand il était bas, tout le monde l'avait bas. Aujourd'hui, le marché énergétique est un marché local. C'est-à-dire que le coût du gaz, de l'électricité n'est pas le même en Europe qu'aux États-Unis, qu'en Chine. Et malheureusement aujourd'hui, puisque l'Europe est très dépendante du gaz notamment et des importations de gaz pour produire son énergie, l'énergie majeure qui va devenir l'énergie de référence dans un monde décarboné, eh bien on a aujourd'hui une électricité qui coûte 6 fois plus cher en Europe qu'aux États-Unis ou en Chine. Et c'est un élément majeur pour la perte de compétitivité européenne et pour l'économie européenne au sens large. Mireille Chiroleux-Assouline, j'ai posé une autre question provocante. Est-ce que c'est si grave, une récession ? Après tout, on peut se dire qu'on en a connu en 2020 avec la crise Covid et que c'est reparti comme sur des chapeaux de roue après. Pour que nos téléspectateurs comprennent bien, c'est quoi les conséquences d'une récession si elle s'installe ? Les conséquences d'une récession, c'est quand même un poids important sur les ménages, surtout ceux qui ont le moins de capacité d'adaptation. C'est un poids là aussi important sur l'emploi, sur le chômage. Nous connaissons actuellement en France un taux d'emploi exceptionnellement haut, avec un taux de chômage exceptionnellement bas. C'est forcément quelque chose qui va changer si nous connaissons une récession. Maintenant, au niveau français, il n'est pas absolument sûr que cette récession se produise. On va y venir. En fait, tout dépend le temps que ça dure, non ? Si c'est juste 2 trimestres de baisse consécutifs, ou si c'est quelque chose qui s'installe... Bien sûr, si c'est juste 2 trimestres consécutifs, on pourrait considérer que c'est seulement une pause dans la croissance. C'est ce qu'on appelle une récession technique ? Oui, on pourrait dire ça, c'est-à-dire que la définition technique est remplie, mais ce n'est pas forcément une situation très grave dans l'ensemble de l'économie. Maintenant, si la production s'arrête, ça peut avoir des conséquences beaucoup plus lourdes. Alors, je voudrais qu'on fasse un petit peu un tour des moteurs de la croissance dans l'ordre, en commençant par parler de ce qui se passe en Chine, parce que depuis 2 décennies, il faut le dire, c'était le moteur de la croissance. C'est ce qu'assurait, je crois, un quart de la croissance mondiale à lui tout seul, enfin, ce pays. Et puis, alors, on va voir qu'est-ce qui se passe en Chine. Qui veut commencer, Raphaël ? Une crise immobilière majeure en Chine, c'est un des problèmes, effectivement. Au niveau mondial, on a une sorte de tempête économique parfaite avec les 3 moteurs, Chine, Europe, États-Unis, qui sont en train de se gripper en même temps. En Chine, c'est pas la guerre en Ukraine. Le marché. Donc pour expliquer aux téléspectateurs, c'est qui pèse sur l'Europe énormément, bien sûr. Mais pour la Chine, c'est pas ce qui les fait souffrir. La Chine, c'est la crise immobilière, très clairement, qui couvre depuis déjà quelques années. L'immobilier, c'était un quart de la croissance chinoise. La croissance chinoise étant elle-même un moteur déterminant de la croissance mondiale. C'est la Chine qui nous a permis, en Europe, de maintenir l'inflation plutôt basse, de pouvoir acheter des produits peu chers, de nourrir notre croissance également. Aujourd'hui, le marché immobilier s'effondre. On a vu des images absolument terribles, des immeubles neufs, sans personne à l'intérieur, qui étaient détruits. Et des gens qui ont acheté sur plan. Le pouvoir chinois, ces gens qui ont acheté sur plan, qui refusent dorénavant de rembourser leurs prêts parce qu'ils ont tout simplement peur de ne plus pouvoir récupérer leurs biens immobiliers avant qu'il ait fini de construire. Et donc, vous avez des géants, des mastodontes de l'immobilier en Chine. Evergrande, par exemple, 300 milliards de dettes, est un mastodonte qui a eu du mal, fin 2021, à rembourser certaines échéances. Plusieurs milliardaires. Et la bulle a éclaté. Elle est en train d'éclater. Elle est, comme toujours en Chine, pilotée par Pékin, bien sûr. Donc Pékin va mettre énormément
d'argent pour essayer de la limiter. Mais un plan à 380 milliards d'euros qui est prévu par les autorités chinoises. On est à près de 400 milliards d'euros effectivement mis sur la table cet été. Pour essayer de relancer la croissance chinoise, mais il y a énormément de risques sur la contamination que la chute du secteur immobilier pourrait faire, notamment au secteur financier. Tout ça, encore une fois, est assez opaque. C'est en Chine et géré très directement par l'État qui ne laissera pas l'économie complètement s'effondrer. Mais on a d'un côté cette crise immobilière extrêmement importante et inquiétante pour nous occidentaux, et également la politique anti-Covid. Oui, parce qu'il y a aussi les suites du Covid. Beaucoup de mal à l'économie chinoise avec ce stop and go un peu permanent, avec des confinements à répétition sur les cœurs économiques de la Chine, Shanghai, Shenzhen. Ça paralyse l'activité, ça décourage les investissements à venir aussi. Et ça a des conséquences surtout au niveau mondial. C'est-à-dire que quand on ferme pendant des semaines des usines de production pour des produits qui sont censés aller vers l'Europe et les États-Unis, ça a des conséquences très concrètes sur toute la supply chain, les chaînes logistiques mondiales. La Chine, c'est l'entreprise, c'est l'usine du monde. Et quand l'usine du monde s'arrête, eh bien, c'est le globe qui tousse. J'ai une petite question justement. Si la Chine chute, qui peut prendre sa succession ? Qui peut être le nouveau moteur de l'économie mondiale ? Vous avez les titres. Non, la Chine ne va pas s'effondrer. C'est-à-dire que Xi Jinping tient son congrès en fin d'année, va être reconduit au pouvoir pour un 3e mandat et il ne laissera pas l'économie chinoise s'effondrer. Vous avez autour les satellites, les tigres asiatiques, comme on dit, qui peuvent aider un peu, prendre le relais, peut-être aussi l'Inde. Mais la Chine reste le producteur majeur de biens manufacturés pour le reste du monde et de plus en plus indépendant et de plus en plus souverain aussi. Ce qu'on assiste plutôt sur le long terme, c'est un découplage des économies entre la Chine et les États-Unis notamment, les deux se refermant de plus en plus sur eux, et l'Europe au milieu, qui cherche la voie de la souveraineté, mais dont beaucoup de dirigeants d'entreprises aussi réfléchissent à l'avenir des relations commerciales avec la Chine, qui est de plus en plus. En Chine, on dit aussi qu'il y a quand même une forme de vieillissement de la population active. Et il y a aussi un défi démographique majeur. De baisse de la productivité, ce qui est assez nouveau. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté aux États-Unis ? Parce que là, c'est pas tellement la guerre en Ukraine. On rappelle que le prix du gaz, il est 8 fois moins cher qu'en Europe. C'est pas non plus, ils sont plus tellement dans le Covid. Là-bas, c'est les prix qui montent, c'est l'inflation le problème. Pourquoi ça monte Alors, il y a un grand débat parmi les économistes aux États-Unis pour essayer d'expliquer ce que ça vient de la demande, le fait que notamment le président Biden a fait des plans de relance qui seraient trop massifs et donc il y aurait une surchauffe de l'économie américaine. Donc ça, c'est une partie d'économistes comme Lawrence Summers ou Jason Furman qui défendent un peu cette opinion. Et puis vous avez d'autres qui disent que ça vient plutôt des prix de l'énergie et donc la Fed fait une grosse erreur en augmentant les taux parce que ça risque d'aggraver la situation économique. Donc on n'a pas identifié les causes de l'inflation. Il y a des études. Il y a les salaires, il y a aussi des demandes de rattrapage de salaire. Ce qui est certain, c'est que quand on compare par rapport à la situation de la zone euro, les hausses de salaire sont plus importantes aux États-Unis. Là, les derniers chiffres sur 3 mois, c'est presque 6% d'augmentation des salaires. Donc l'inflation est toujours supérieure, un peu au-dessus de 8%, mais quand même, vous avez des hausses de salaire qui sont beaucoup plus importantes que dans la zone euro. Donc l'idée d'une surchauffe de l'économie américaine est plus crédible, en tout cas, que ce qu'on voit dans la zone euro. Et alors là, paradoxalement, parce que vous y faisiez allusion et pour que nos téléspectateurs comprennent, c'est l'action de la Réserve fédérale, la Banque centrale américaine, qui pourrait, d'une certaine façon, ralentir l'activité. Je vous propose d'écouter Jérôme Powell, le président de la Fed. Nous devons mettre l'inflation derrière nous. J'aimerais qu'il y ait une façon indolore de le faire. Il n'y en a pas. Donc, ce que nous devons faire, c'est amener les taux au point où nous mettrons une pression significative vers le bas sur l'inflation. Alors, Laetitia le disait, c'est technique. Il faudrait essayer d'expliquer à nos téléspectateurs pourquoi l'inflation, c'est pire que la récession. Je pense que c'est pas pire, mais en soi, Jérôme Powell pense très clairement qu'il y a une surchauffe de l'économie américaine et qu'en gros, ce qui se passe, c'est que quand vous anticipez des hausses de prix, les ménages ou les entreprises accordent des hausses de salaire et donc ce qu'ils craignent, c'est ce que les économistes appellent une boucle prix-salaire. Les hausses de salaire nourrissent les hausses de prix et ainsi de suite. Et donc ça, c'est clairement ce que suggère... Ça mène à quoi ?
Ça amène à des hausses de prix de plus en plus importantes. Et donc, l'opinion de la Fed, c'est qu'il y a un moment, il faut durcir, augmenter fortement les taux pour casser ça. Et en fait, l'idée, c'est de reproduire ce qui s'était passé à la fin des années 70, où le président de la Fed de l'époque, M. Volcker, avait augmenté très fortement les taux de près de 9 points entre 1979 et 81. Et le résultat, ça avait été une récession aux États-Unis et une augmentation forte du chômage. Parce que, alors, il y a une conséquence à ça, quand même. Je vous propose de regarder cette citation d'Isabelle Schnabel. Elle est membre du directoire de la Banque Centrale Européenne et elle était réunie le 27 août avec, c'est là à Jackson Hole aux États-Unis où se tient la grand-messe annuelle des banquiers centraux. Regardez, il faut réagir avec plus de force à la poussée actuelle d'inflation, même au risque d'une croissance plus faible et d'un chômage plus élevé. Est-ce qu'on est sûr qu'on fait le bon choix ? Alors, il faut bien voir que c'est la mission des banques centrales. On voit le mal que ça a fait dans les années 90 à l'économie européenne, au chômage français notamment. Oui, à peu près toutes les banques centrales ont cette mission de stabiliser l'inflation avec des cibles qui peuvent être différentes suivant les pays, mais c'est a priori leur mission et pas tellement la mission de soutenir la croissance. Et donc, du point de vue d'un banquier central, il est effectivement judicieux de lutter contre l'inflation parce que l'une des conséquences, vous demandiez madame, l'une des conséquences de l'inflation, c'est que ça ne joue pas seulement sur l'économie interne, mais ça joue sur la compétitivité vis-à-vis de l'extérieur. C'est que la monnaie ne vaut plus rien. Lorsque les coûts de production des entreprises s'élèvent, ces entreprises perdent en compétitivité par rapport à d'autres pays où les prix ne se seraient pas autant élevés. Donc actuellement, c'est aussi potentiellement un risque pour les économies qui connaissent un fort taux d'inflation. Il faut comprendre ce qui se joue là aussi, c'est le résultat des apprentis sorciers qu'on a eu un peu à la tête des banques centrales, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, depuis 10 ans. On a fait tourner la planche à billets comme jamais. Souvenez-vous, on sort du injecté de des l'argent liquidités. Magique. On a eu l'impression qu'on pouvait déverser des milliards comme s'il en pleuvait sans aucun problème dans cette crise, notamment dans la crise sanitaire. Il fallait le faire. C'était dans l'endettement supplémentaire. Avant, ça avait été mais on a multiplié par 3 le bilan de la Banque Centrale Européenne depuis 20 ans. Forcément, on est en train de se rendre compte aujourd'hui, et d'anciens banquiers centraux comme Jacques Delarosière tirent la sonnette d'alarme depuis quelques années. On est en train de se rendre compte que, à force de déverser des liquidités, et aux États-Unis, ça s'est chiffré en milliers de milliards de dollars aussi, eh bien, il se trouve qu'on a de l'inflation à la sortie et que pour limiter cette inflation, on demande aux mêmes banquiers centraux remonter les taux, quitte à casser la croissance qui, là, effectivement, risque de sévèrement ralentir l'année prochaine. Et l'Europe, dans tout ça ? On avait des prévisions plutôt au vert en début d'année et là, tous les voyants sont plutôt au rouge. Là, pour le coup, c'est la faute de la guerre en Ukraine. Je pense que c'est la faute de la guerre en Ukraine et je pense que la BCE fait une erreur de suivre ce que fait la Fed parce que si aux États-Unis il y a des signes de surchauffe, dans la zone euro, il n'y en a pas. C'est-à-dire vous avez une inflation qui est autour de 9% dans la zone euro, mais les salaires qui augmentent beaucoup moins. Donc le gros risque dans la zone euro, c'est une baisse très forte du revenu des ménages, un effondrement de la demande et donc un risque fort de récession. Donc si vous augmentez les taux alors que déjà vous avez un risque de récession, vous allez aggraver la récession. Donc implicitement, je suis d'accord qu'il y a un aspect de compétitivité, il y a aussi un aspect réduire l'inflation importée, puisque dans la zone euro, le gros de l'inflation, ça vient du fait qu'on importe des matières premières qui coûtent plus cher, mais on les importe en dollars. Donc lorsque l'euro se déprécie, ça veut dire que votre facture coûte encore plus cher. Donc un pari implicite de la BCE, c'est de dire si on augmente les taux, alors que la Fed elle-même les augmente, ça va permettre de faire monter l'euro. Mais en fait, ce qu'on observe, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire que les marchés, ils n'interprètent pas le fait que la BCE augmente les taux comme la preuve que l'euro va être plus fort, mais au contraire, comme le fait qu'il y a un risque plus important de récession, ce qui fait encore plus baisser l'euro. Donc chaque fois que la BCE augmente ses taux, les marchés disent « attention, il y a un risque de récession », donc l'euro baisse et donc la facture énergétique pour les Européens augmente. Alors je lisais un avis de la BUBA, enfin la Bundesbank, la banque centrale allemande, qui dit que l'Allemagne est entrée dans une phase de baisse nette, généralisée et durable de son économie, que les signes de récession se multiplient. On a parlé de l'action de la BCE, qui est donc discutable, ou en tout cas discutée. Est-ce que la Commission européenne, de son côté, pour vous, fait le job ?
La Commission européenne a des objectifs qui sont différents. La Commission européenne n'a pas la charge de lutter contre l'inflation. La Commission européenne s'efforce de maintenir une cohésion de l'ensemble des pays qui participent. Et bien sûr, elle s'efforce aussi de maintenir la cohérence avec la ligne qui a été fixée jusqu'à présent et qui est une ligne de lutte contre le changement climatique qui devient particulièrement difficile à tenir lorsqu'on est en période de difficulté pour la croissance économique. Les mesures qui ont été prises, par exemple en France, mais dans d'autres pays aussi, de limitation des effets de la hausse des prix, le bouclier tarifaire, les ristournes sur les prix énergétiques, sont des mesures qui, bien sûr, favorisent la consommation et donc réduisent les risques de récession. Mais en revanche, ce sont des mesures qui sont extrêmement pernicieuses pour le changement climatique. Puisqu'en fait, on supprime ce qu'on appelle le signal prix et que le consommateur ne prend plus forcément conscience que les prix vont augmenter. Et pour moi, c'est lutter contre la récession au risque d'une régression sur le plan de la lutte contre le changement climatique. Alors, est-ce que la Commission fait le job? Parce qu'on l'a vu aussi après la crise Covid, elle a été capable, pour le coup, de faire une forme d'alliance entre les pays dits frugaux et puis ceux qu'on jugeait dépensiers et d'injecter beaucoup de milliards dans l'économie. On ne devrait pas refaire ça pour éviter cette récession? C'est un débat qui, effectivement, est toujours en cours au sein de l'Union européenne. Plus que la Commission, c'est le Conseil, c'est-à-dire c'est les chefs d'État et de gouvernement entre eux qui, au cœur de la crise de la Covid, en juillet 2020, décident pour la première fois, c'est historique en Europe, de lever un endettement commun entre tous les pays et de faire des vrais transferts financiers du nord au sud notamment. Effectivement, ce moment hamiltonien qu'on a appelé hamiltonien un peu rapidement, eh bien on se demande s'il ne faudrait pas un deuxième plan de relance aujourd'hui. C'était beaucoup, 750 milliards d'euros. La France devrait encore toucher une quinzaine de milliards d'euros de l'Europe en fin d'année pour l'aider notamment dans sa transition énergétique. Et là, les discussions aujourd'hui sont bien davantage autour du cœur de l'angoisse actuelle, qui est la question de l'énergie. Un conseil énergie doit se tenir le 30 septembre, là, à la fin du mois. Il doit prendre des décisions sur la taxe sur les superprofits, sur la réforme du marché de l'énergie européen, qui a un mécanisme très particulier. On a libéralisé le marché de l'énergie au niveau européen. On se demande aujourd'hui si l'énergie est un bien comme les autres. Est-ce que l'énergie doit être sur un marché spot où on a des variations dans la même journée de 300 à 600 euros le mégawattheure? Tout ça est sur la table. Est-ce que c'est un bien commun? C'est le grand sujet du moment entre les 27. Alors, avant d'aborder la situation en France, je voulais aussi qu'on parle aussi du reste du monde, même rapidement, et notamment de l'Afrique. Mercredi, devant l'Assemblée générale des Nations Unies, le président ivoirien a expliqué, a raconté dans son discours ce qu'étaient les conséquences pour son pays de la guerre en Ukraine. On écoute Alassane Ouattara. Cette guerre a de sérieuses conséquences économiques, financières et sociales sur les pays africains. Ce conflit se traduit par une difficulté à financer leurs économies et une augmentation des prix des produits de première nécessité, et même des cas de famine en raison de leur dépendance aux céréales et aux engrais en provenance d'Ukraine et de Russie. Les pays émergents, c'est eux qui vont le plus souffrir de la récession mondiale, si on a... Les pays émergents et les pays les plus pauvres, parce que c'est vrai que par exemple, des pays comme l'Égypte, 80% des importations de blé en Égypte venaient d'Ukraine. Donc évidemment, c'est des pays qui à la fois étaient très dépendants pour le blé ou le maïs de l'Ukraine et de la Russie, et qui par ailleurs ont des marges de manœuvre budgétaires, notamment après le Covid, qui sont beaucoup plus faibles. Et donc le risque, c'est qu'avec l'augmentation des prix des denrées alimentaires, elles n'aient pas les moyens de financer ces dépenses alimentaires. Et donc ça peut avoir des conséquences dramatiques. On parle de famine. Il faut voir que déjà, en temps normal, entre guillemets, dans un pays pauvre, le budget alimentaire, ça représente 2/3 du budget d'un ménage. On voit bien que là, c'est en train d'exploser. Donc, mais il n'y a pas d'autres pays producteurs de blé au même prix que celui de l'Ukraine?
Alors le problème, c'est que vous avez des questions de stockage et que par exemple la Chine a stocké 40% des stocks de blé mondiaux. Donc on a parlé tout à l'heure des problèmes d'approvisionnement, de contraintes sur l'offre, le fait que les biens ne circulent pas à cause des confinements, à cause de ça, mais il y a aussi le fait qu'il y a des pays qui stockent énormément de blé et donc qui empêchent les autres d'en avoir. En partie, oui. Et pour le cas des pays émergents, c'est d'autant plus problématique qu'ils ont une dette publique sur le dos. Ils ont une dette publique et le plus problématique, c'est pour les pays de nouveau déficitaires qui ont un déficit courant, c'est-à-dire qui importent plus de matières premières qu'elles n'exportent. Parce que là, on peut retrouver un scénario qu'il y avait dans les années 80, c'est-à-dire que vous avez une hausse des taux de la Fed, les marchés commencent un peu à s'inquiéter, donc des fuites de capitaux qui quittent les pays émergents pour aller vers les États-Unis. Donc, les banques centrales au niveau local sont obligées d'augmenter les taux. Il y a des fuites de capitaux et il y a des risques vraiment de crise de la dette dans les pays émergents. C'est ce qu'on a connu il y a quelques mois, par exemple, au Sri Lanka, avec là aussi des conséquences assez dramatiques, aussi bien économiques que politiques. Alors, on va en venir maintenant à la situation française où des politiques optimistes côtoient des économistes plus pessimistes. On fait le point avec Tam Tranuy. Et on va s'intéresser donc plus particulièrement, Tam, aux prévisions. Les économistes sont de moins en moins optimistes, je le disais, pour la France en 2023. On va commencer par regarder les chiffres de Bercy pour construire le budget de l'année prochaine. Le ministère de l'économie et des finances a déjà revu ses prévisions de croissance à la baisse. On est passé de 1,4% de prévisions, ça c'était au mois de juillet. Et les dernières prévisions, le 13 septembre dernier, étaient à 1%. Mais c'est encore très optimiste par rapport aux prévisions de la Banque de France qui table sur une activité économique qui est comprise entre une hausse de 0,8% et un repli de 0,5%. Alors, pourquoi une fourchette ? Eh bien parce que c'est la grande incertitude, notamment à cause de la guerre en Ukraine et le grand flou sur les prix de l'énergie. Je vous donne encore deux autres chiffres. Celui de l'Institut Rexecode qui parle d'une récession qui touchera l'ensemble du continent européen et qui voit la France à 0% de croissance l'année prochaine, voilà la bulle. Mais c'est encore un scénario plus agréable que celui de la banque Barclays qui table sur une baisse de l'activité économique de 0,7%. C'est une donne avec laquelle il va falloir composer pour le gouvernement pour constituer son budget. Et oui, lundi, et ça vient vite, c'est la présentation du projet de loi de finances 2023. Il va être présenté en Conseil des ministres. On n'en connaît pas encore tous les détails, même s'il y a des petits éléments qui fuitent. Mais il y a une obsession qui est martelée par Bruno Le Maire, et ça déjà depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, et notamment le 28 juillet dernier au Sénat. Écoutez. Le rétablissement des finances publiques françaises n'est pas négociable. Il est engagé. Le président de la République a fixé un calendrier, 3% de déficit en 2027 et amorcé la baisse de la dette publique à partir de 2025. Je suis le garant du respect de cet engagement du président de la République, du retour à l'équilibre de nos finances publiques. Nous devrons donc, dans nos débats, faire attention à ce que chaque euro soit bien employé. Bon, c'est un refrain qu'on entend souvent dans la bouche de Bruno Le Maire. En l'occurrence, il parlait du paquet pouvoir d'achat. C'est la même logique pour l'année prochaine. L'objectif du gouvernement, retrouver un déficit à 5% du PIB pour 2023 et que ça baisse encore pour la suite. Et pour ça, côté économie, ou plutôt, il y a des cadeaux qu'il est urgent de ne pas faire. Bercy a décidé d'étaler sur 2 ans la suppression, par exemple, de la CVAE, impôt de production dont le patronat attendait la disparition complète pour 2023. Ça sera sur 2 ans, économie 4 milliards. Pas touche non plus, par exemple, au droit de succession, malgré les promesses de campagne d'Emmanuel Macron. Le rapporteur général du budget au Sénat, Jean-François Husson, l'a dit lorsqu'il est sorti des fameux dialogues de Bercy. Il a bien été dit que ce n'était pas dans le projet de loi de finances. Bref, pas ce genre de cadeau, alors qu'il va déjà falloir passer l'hiver, financer le bouclier tarifaire sur l'énergie qui pourrait coûter, on ne sait pas exactement combien, peut-être des dizaines de milliards d'euros à nos finances publiques. Merci beaucoup, Tam. Le cas français, on en parlait. Est-ce que c'est seulement de la faute de l'Ukraine ? Ou est-ce qu'il y a d'autres raisons ? Je vous dis ça parce que l'Institut Rexecode dit que oui, il y a la faute de l'Ukraine, mais il y a aussi des contraintes qui pèsent sur l'offre, la pénurie de main-d'œuvre, des choses comme ça. Sans doute. Sans doute des questions de pénurie de main-d'œuvre dans certains secteurs. Maintenant, on en a beaucoup parlé dans le secteur du tourisme. Et finalement, l'activité, en tout cas cet été, a été très soutenue dans le secteur du tourisme. Donc ça doit jouer dans certains secteurs. Ce qui peut jouer aussi, c'est l'effet goulot d'étranglement
dont on parlait tout à l'heure à la suite, en raison des blocages de production en Chine et un certain nombre de secteurs industriels sont encore gênés par ces questions. Maintenant, je pense que c'est quand même très clairement la situation en Ukraine qui a fait se dégrader la situation économique française, et on voit bien que le pessimisme accru des instituts de prévision vient de cette période-là. Sans la guerre en Ukraine, je pense qu'on en serait toujours à des prévisions positives pour la croissance en 2023. Raphaël Legendre, les pouvoirs publics ont beaucoup dépensé pour compenser cette hausse des prix, notamment de l'énergie, 24 milliards. C'était 24 milliards uniquement pour le bouclier tarifaire cette année. Depuis l'automne dernier. Si on rajoute depuis l'automne dernier et les mesures anti-inflation et les mesures pouvoir d'achat, les 20 milliards qui sont passés au mois de juillet au Parlement, on est à une 50aine de milliards d'euros mis en place pour limiter l'inflation, les coûts de l'énergie et soutenir le pouvoir d'achat des Français. L'année prochaine, le bouclier tarifaire sera maintenu. Il sera un peu moins protecteur que ce qu'on a vécu en 2022, puisque les prix et du gaz et de l'électricité augmenteront chacun de 15%. Mais comme les prix ont été multipliés par 10, il coûtera beaucoup plus cher, 46 milliards d'euros aux finances publiques de l'État. Je rappelle que la dette va franchir les 3 000 milliards. Alors, Bruno Le Maire a dit non, ça ne coûtera que 16 milliards net. Alors, oui. Il y a une différence, effectivement, entre le coût brut et ce que Bruno Le Maire appelle le coût net. C'est-à-dire que les surprofits, il ne faut pas parler de taxes sur profit au sein du gouvernement, vous l'aurez bien compris, mais il existe un mécanisme qui ressemble quand même grandement sur tous les producteurs d'énergie renouvelable. Pendant des années, pour soutenir ces producteurs d'énergie éolienne, solaire et autres, on leur a acheté un tarif de l'électricité à 80 € du mégawattheure, qui était très supérieur au prix de marché, qui était autour de 40-50. Il se trouve que ces mêmes producteurs qui produisent à 80, coûts de production sont à 80, eh bien, vendent aujourd'hui à 300, 400, 500 € le mégawatt. Donc, ils doivent rétrocéder un peu. Énormément d'argent, et selon la loi, c'était bien avant la crise énergétique, mais doivent rétrocéder ces surprofits à l'État. C'est plus de 20 milliards d'euros, par exemple, sur l'éolien et le solaire, qui vont, comme ça, être ramenés dans les caisses de l'État cette année. Donc, le coût, in fine, net, effectivement, du bouclier tarifaire devrait être, attendons de voir l'évolution du prix du marché cette année, mais de 16 milliards, dit Bruno Le Maire. Thomas Gjebin, est-ce qu'il faut aller plus loin ? Alors on risque de devoir aller plus loin parce que, comme on disait au début de votre émission, il y a un gros risque à la fois sur les ménages et puis sur les entreprises. Aujourd'hui, on ne sait pas exactement combien d'entreprises vont s'arrêter. Il y a de grosses inquiétudes dans le secteur manufacturier. On parlait ces derniers mois beaucoup de la nécessité de réindustrialiser la France. Là, le gros risque, c'est d'une nouvelle phase de désindustrialisation de la France. Et donc, si dans quelques mois, il y a un nombre conséquent d'entreprises manufacturières qui s'arrêtent avec des risques de délocalisation, des suppressions d'emplois, notamment parce qu'on l'a dit tout à l'heure, les prix du gaz sont beaucoup plus faibles. Aux États-Unis et moins cher. Et l'électricité est plus faible en Chine. Là, le gouvernement sera obligé d'agir. Donc, on pense au chômage partiel, le retour du chômage partiel, mais on sera dans un cas assez différent d'il y a 2 ans quand il y avait les confinements, parce que pendant les confinements, ça devait durer 2-3 mois. Là, la crise énergétique peut durer 1 an ou 2 ans. Donc, ça va être difficile pour le gouvernement de financer des mesures de chômage partiel pendant 1 an et 2 ans. Et puis, ça ne suffira pas, parce que si les entreprises s'arrêtent, ça peut avoir des conséquences à long terme, et donc des conséquences assez catastrophiques sur ce qui reste de notre tissu industriel. Et ça va plomber durablement le moral des Français, et le moral, ça compte aussi. Laetitia, vous êtes intéressée à cette question du moral des Français, et vous pensez que les politiques ont une responsabilité dans cette sinistrose ambiante ? Mais le moral compte, c'est fondamental. Enfin, je veux dire, la planète est composée d'humains. On parle de chiffres, de taux, de récession, mais enfin, avant tout, nous sommes là tous ce soir autour de cette table. Et je peux vous dire que le moral des Français en cette rentrée est totalement plombé. Le sondage Odoxa annuel est paru le 8 septembre dernier. 77% des Français se disent défiants dans l'avenir. C'est pas méfiant, Mathieu, c'est défiant dans l'avenir. 77%. 9 sondés sur 10 ont peur de l'inflation. Odoxa est formel, c'est le pire niveau de morale pour un mois de septembre depuis que ce baromètre existe.
Et donc pourquoi les politiques en particulier seraient responsables de cette sinistrose? Je ne dis pas que tous les politiques crient au loup, mais quand même, il y en a un, et le premier de ces politiques, Emmanuel Macron, qui a sifflé la fin de la récré, la fin de l'été. Rappelez-vous ce Conseil des ministres, filmé exceptionnellement, où il prononçait ces mots. Je crois pour ma part que ce que nous sommes en train de vivre est plutôt de l'ordre d'une grande bascule ou d'un grand bouleversement. D'abord parce que nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. C'est aussi la fin des évidences. Quand on regarde à la fois la France, l'Europe et le cours du monde, la démocratie, les droits de l'homme, si d'aucuns pensaient que c'était la téléologie de l'ordre international, les dernières années auront battu en brèche quelques évidences. C'est la fin de celle-ci, la montée des régimes illibéraux, le renforcement des régimes autoritaires, nous l'avons encore vu dans les discours désinhibés des derniers mois, sont clairs. Et c'est, je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance. Voilà, c'est la fin. C'est ce qu'on retient tous. Ça rimait en anse, mais ça ne faisait pas rêver. Voilà, la fin de l'abondance, de l'évidence et de l'insouciance. Et alors, le même jour, François Bayrou, dans Le Point, lui, il va carrément, sans aucune nuance, il estime que la France va vers la crise la plus grave qu'elle ait connue depuis la guerre et qui ne pourra être surmontée sans un immense effort national, en ajoutant cet immense effort national, l'idée même d'un effort national semble souvent s'être effacée. On comprend, Mathieu, le résultat de ce sondage Odoxa. Voilà, ça donne envie de tirer le rideau, mais selon vous, il y a aussi les politiques, mais aussi les médias qui sont responsables. Oui. Alors, je vous conseille la lecture d'un rapport de la Fondation Jean Jaurès, rapport qui est vraiment intéressant à tout point de vue. Il parle de cette fatigue informationnelle. Alors, on est bombardé d'informations. Alors déjà, on est perdu parce que bombardé. Et dans ce bombardement d'informations, elles sont quasiment toutes négatives. Pas un jour ne passe sans qu'on ait une alerte sur notre smartphone, sur la guerre en Ukraine, sans qu'un journal télé nous dise qu'il va falloir se chauffer à 19 degrés, peut-être même un peu moins, qu'il n'y a plus de céréales, que les prix explosent, que la planète brûle et que Vladimir Poutine va peut-être balancer une bombe nucléaire. Très honnêtement, le rôle des politiques et des médias, c'est vraiment urgemment de remonter le moral des Français. Bon, j'espère qu'on ne va pas participer à cette fatigue informationnelle avec ce débat. On en parlait tout à l'heure du niveau des aides. Est-ce que le risque, ce n'est pas de déconnecter les Français de la réalité économique, notamment sur le plan énergétique, et quelles conséquences à un moment où on doit changer nos comportements? Si, c'est un risque important. Il y a un risque aussi, clairement, les dépenses qui sont réalisées actuellement pour soutenir le pouvoir d'achat des Français sont des dépenses excessives. C'est de l'argent. Pas pour certains ménages qui les touchent. Non, bien sûr que non, pas pour certains. Mais il est excessif d'en verser à tous. Il est excessif que le bouclier tarifaire s'adresse à absolument tous les consommateurs de la même façon. Comme aux plus riches. Et donc, c'est quelque chose qui va dans le mauvais sens. Quand je vois toutes les alertes qui sont tout d'un coup données et qu'on explique tout d'un coup, maintenant, au niveau gouvernemental, qu'il va falloir baisser la température dans les appartements à 19 degrés, mais depuis des années, ça devrait être fait. En fait, depuis des années, parce que c'est du gaspillage d'énergie. Et la rénovation des logements aurait dû être engagée, et la température de chauffage aurait dû être abaissée régulièrement. Rien n'empêche. La sobriété énergétique dans les entreprises aussi. Ah, mais la sobriété, vous savez que c'était un gros mot. Jusqu'à il y a 6 mois, c'était un gros mot. Pour le gouvernement, quel qu'il soit d'ailleurs jusqu'alors, évoquer la sobriété, c'était d'une certaine façon faire allusion à la décroissance, à quelque chose qui était vu comme absolument tabou et mal expliqué. Donc ça, c'est un véritable problème. Justement, la récession, c'est pas la première marche sur la décroissance ? Non, je ne crois pas. Sincèrement, je ne crois pas. Je dirais que la récession, c'est une pause dans la croissance qui va avoir des effets, par exemple, sur les émissions de gaz à effet de serre et les pressions sur les ressources naturelles. Mais ce sont des effets transitoires. Aucun comportement n'est changé au fond.
lors d'une récession. On a pu le constater au moment de la récession due au Covid. Les émissions de gaz à effet de serre ont diminué à peu près autant que la croissance. Au niveau mondial, un peu plus. Au niveau français, c'est à peu près autant que la croissance. Et c'est reparti. Comme auparavant, l'année d'après, on va sans doute battre des records de nouveau d'émissions mondiales de CO2. La décroissance, c'est autre chose. La décroissance, c'est un ensemble de modifications structurelles des modes de consommation et des modes de production et qui aboutissent à une sobriété pérenne. Là, c'est uniquement, d'une certaine façon, un épisode de privation, un épisode de jeûne et qui disparaîtra. Raphaël, est-ce que la flambée des prix de l'énergie, ça peut continuer ? François Villeroy de Galhau, qui est le patron de la Banque de France, reprenait cette vieille métaphore économique disant « les arbres ne montent pas jusqu'au ciel ». Absolument. Non. Et puis on va faire un peu d'optimisme. Les médias, moi je suis journaliste, on va nourrir un tout petit peu d'optimisme. D'abord, un mot sur la décroissance. La décroissance, c'est l'appauvrissement généralisé des populations. Je ne suis pas sûr que ce soit la voie, d'autant plus quand une démographie... Ça sera l'objet d'un autre débat et je vous promets qu'on vous réinvitera. C'est un point à part. Sur les prix de l'énergie, l'Europe est à la tâche. Tous les gouvernements sont en train d'essayer de réguler un marché devenu fou, ultra spéculatif. La production, le coût de production de l'électricité nucléaire en France, c'est 40 € le mégawattheure, c'est pas 550. Donc il va falloir refroidir la machine et on va trouver des moyens de refroidir cette machine. On parlait de récession, on a vécu une récession séculaire pendant la crise de la Covid de quasiment 10%. Le pouvoir d'achat des Français a augmenté avec une récession de 8 ou 9%. A augmenté. Parce que l'État est là pour protéger. Ce que le consommateur ne paye pas aujourd'hui sur la facture, il faut se rendre compte quand même. On parlait de la question du ciblage des aides tout à l'heure. C'est vrai que ce bouclier tarifaire coûte extrêmement cher et certains politiques s'interrogent sur le timing. Peut-être l'a-t-on mis en place trop tôt. En France, on est le premier pays à avoir, dès le mois d'octobre 2021, mis une protection sur le gaz. Et du coup, on a été parmi les plus protégés d'Europe. Exactement. Mais du coup, les Français ne se sont peut-être pas rendus compte de l'envolée des prix de l'énergie. Certains députés, le rapporteur du budget, par exemple, à l'Assemblée nationale, Vous voulez dire que c'est dur de débrancher la perfusion ? Peut-être qu'on aurait dû augmenter, et pour expliquer après qu'on protégeait. Parce qu'il y a tout ce débat sur le ciblage des aides qui, politiquement, est très compliqué. C'est un vrai sujet au sein de l'exécutif en ce moment, parce que ce que les députés entendent dans leur circonscription, ce que les ministres entendent quand ils se déplacent, c'est une classe moyenne, les gilets jaunes aussi, qui expliquent que nous, les aides, on ne veut pas qu'ils soient ciblés sur les plus modestes. Nous sommes les travailleurs, nous sommes ceux qui payons des taxes, et nous, on n'a jamais droit à rien. C'est un discours qui monte, qui est assez dangereux, qui est faux. Parce que les 50 milliards de pouvoir d'achat et de bouclier, c'était pour l'ensemble des Français. Les 46 milliards de bouclier 2023, c'est pour l'ensemble des Français aussi. Mais donc il y a un véritable sujet politique et sociologique là-dedans. J'en termine pour dire que, restons optimistes, on est quand même extrêmement protégés. La facture des ménages qui se chauffent au gaz ou à l'électricité aurait dû augmenter de 150 à 200 € par mois l'année prochaine. L'augmentation ne sera que de 20 à 25 €. Une minute pour conclure. Est-ce que c'est juste une sale année à passer, comme disait le même François Villeroy de Galhau, patron de la Banque de France, 2023 pour vous? C'est probablement une sale année à passer, mais il faut faire en sorte que les conséquences de cette sale année soient pas durables. Et c'est ça un peu l'enjeu pour le gouvernement, de nouveau, que maintenir le pouvoir d'achat, parce qu'il y a des risques politiques. On a parlé des gilets jaunes, mais c'est vrai que la tension politique peut être très forte. On va voir ce qui va se passer avec la réforme des retraites. Tension aussi sur les entreprises, de nouveau, on a parlé, gros risque de nouvelles phases de désindustrialisation. Donc il ne faudrait pas que ce qui se passe de façon cette année ait des conséquences durables sur notre tissu productif. Eh bien, c'est la fin de ce débat et donc la fin de cette émission. Merci d'y avoir participé. On a essayé de parler d'économie de façon un peu claire et pas forcément trop négative. Merci à vous de l'avoir regardé. Je vous retrouve lundi avec Thomas Hugues pour un nouveau numéro de Sens Public. Et c'est le général Desportes qui sera demain l'invité de la matinale de Public Sénat à 8h. Bonne soirée à tous.